Épisode 3. Libéralisme. Bonjour, bienvenue au troisième épisode du Parti royaliste du Québec. Aujourd'hui, on va ouvrir une petite parenthèse pour prendre le temps d'expliquer un concept. Parce que j'ai pour mon dire que pour bien apprécier l'efficacité d'une solution, il faut en comprendre le problème auquel elle s'applique. Ça se pourrait que certains trouvent le sujet délicat, je vais vous parler du libéralisme. C'est quoi ça le libéralisme? Jusqu'à récemment, j'avais pas vraiment su trouver une façon simple pour comprendre et expliquer ce que ça voulait dire être libéral. J'ai passé de longues minutes sur la page Wikipédia consacrée au sujet, mais j'ai l'impression qu'on y expose davantage les stratégies et méthodes mises en œuvre pour favoriser le libéralisme plutôt que de donner simplement sa définition. Certains croient que c'est un concept moderne, mais vous allez voir que ça remonte à plusieurs millénaires. Je me suis intéressé au sujet parce qu'on a ça ici au Québec et au Canada, des partis politiques à tendance libérale avouée. Il y en a même qui ont déjà existé, qui ont porté le mot « libéral » dans leur dénomination. On peut prendre l'exemple de l'Action libérale nationale, fondée en 1934, qui a fusionné avec le Parti conservateur du Québec en 1935 pour donner l'Union nationale, qui a été le parti avec lequel Maurice Duplessis a pris le pouvoir en 1936. En plus du fait que le mot « libéral » en soit un familier chez nous, d'une manière plutôt planétaire, il y a les positions des mouvements altermondialistes dont on entend de plus en plus parler, pour qui le libéralisme économique semble être la cause d'à peu près tout ce qui ne va pas sur la planète. Heureusement, récemment, j'ai trouvé ce que ça voulait dire être libéral. J'ai trouvé ça dans un livre qui a été écrit en latin au Moyen Âge, à la fin du 13e siècle, et dont la traduction en vieux français daterait de 1347, Le jeu des échecs moralisés. C'est un livre dans lequel l'auteur fait un lien entre les différentes pièces du jeu des échecs et les diverses positions ou rôles qui sont occupés dans un royaume. C'est un traité moraliste, un genre assez populaire à l'époque, où on évoque des qualités et des vertus qu'on illustre au moyen d'histoires et d'exemples. C'est lorsque l'auteur est rendu à parler de la pièce du chevalier qu'il introduit la notion de libéralisme. Je vais vous montrer et vous lire un extrait, en gardant cependant ma manière de parler, là. C'est du vieux français. Chevaliers doivent être sages, loyaux, forts, libéraux, pleins de miséricorde, gardes du peuple et de la loi. Car tout aussi comme chevalerie passent tous les autres états en dignité, en honneur et en révérence, tout aussi doivent-ils les autres surmonter en vertu. Car honneur n'est autre chose que faire la révérence à une personne pour le bien et la vertu qui en lui est. L'auteur illustre ensuite différentes qualités qu'il attribue aux chevaliers, et c'est là qu'on découvre ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que les chevaliers doivent être libéraux. Vous allez voir que malgré que ça date, ça s'applique quand même assez bien à ce qu'on voit au Québec et au Canada depuis des années. Vous savez, dans ce temps-là, au Moyen Âge, ça jouait un peu plus rough que de nos jours. Les guerres étaient fréquentes et les gens s'entretuaient d'une manière beaucoup plus courante. Lorsqu'une troupe d'agresseurs partait à l'assaut d'une ville ou d'un village, leur motivation était entre autres fondée sur l'espoir de mettre la main sur un butin. Être libéral, dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a mis la main sur le butin, c'est de le partager avec ceux et celles avec qui on a mené la campagne, avec nos amis et alliés. L'auteur nous renvoie jusqu'à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, où il se sert d'un exemple tiré de l'Ancien Testament dans la Bible pour bien montrer ce que ça signifie être libéral. Il prend l'exemple du roi David, qui à un moment donné a eu mal à partir avec une autre tribu. Il est allé les massacrer et il a mis la main sur un butin qu'il a partagé équitablement dans sa gang entre ceux qui avaient participé au combat et ceux qui n'avaient pas pu se battre parce qu'ils étaient restés en arrière parce qu'ils étaient trop fatigués ou trop mal en point. Le roi David était donc un grand libéral. C'est le plus ancien exemple que j'ai trouvé en ce qui concerne le libéralisme dans l'histoire de l'humanité. Mettre la main sur un butin et le partager avec ses amis. C'est ça, être libéral. À la base, c'est pas une mauvaise chose. Un chef d'entreprise qui fait de l'argent et qui décide de bien payer ses employés, il est libéral. Le Parti royaliste du Québec, sur certains aspects, il est libéral. Par exemple, vous savez peut-être qu'une des sources de revenus des partis politiques au Québec, c'est le revenu d'allocation qui est versé par l'État et qui est déterminé en fonction du nombre de votes récoltés lors d'une élection générale.
Ce montant représente au moins environ 1,50 du vote. Avant longtemps, le Parti royaliste devrait présenter des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. Même si on est très optimiste, on s'attend quand même à ce que certains candidats qu'on présente ne soient pas élus. Eh bien, pour les candidats qui se seront présentés sous la bannière royaliste à la prochaine élection générale et qui seront défaits, le parti s'engage à leur verser un montant de 50 cents par vote qui auront été cherchés. Un peu pour les remercier de leurs efforts et de leur courage. Vous voyez, le parti met la main sur un montant d'argent qu'il partage avec ses alliés. C'est libéral. Chevalier, souviens-toi toujours que tu n'auras la victoire à bourse close. Le problème avec le libéralisme, c'est que lorsque c'est la principale caractéristique d'une organisation, ça peut devenir rapidement assez sophistiqué. Il existe différentes motivations qui poussent les individus à entreprendre des aventures. Il y en a qui cherchent la gloire et les honneurs. D'autres peuvent le faire pour l'acquisition de connaissances qui leur permettront d'améliorer leur maîtrise des éléments. D'autres peuvent avoir comme principale ambition l'accumulation de richesses. Je vais revenir sur ce sujet des motivations fondamentales des individus éventuellement. Mais si on prend le cas des gens qui ont pour principale motivation l'accumulation de richesses, lorsqu'ils se rassemblent pour former une organisation libérale et considèrent sur quel butin ils pourraient bien mettre la main, le trésor public apparaît naturellement comme un des plus intéressants. Ce que j'appelle le trésor public, c'est l'argent qui est en possession de l'État et qui provient en grande partie des impôts et des taxes qu'on paye. Ce butin est intéressant étant donné son importance, mais aussi parce qu'il est à peu près intarissable. Si on veut le garnir, il suffit d'endetter l'État ou encore de taxer davantage les individus. Donc, un parti à forte tendance libérale, s'il prend le pouvoir, cherchera naturellement à démarrer des chantiers et à faire passer des lois qui auront essentiellement comme objectif de faciliter la sortie de l'argent du trésor public pour la distribuer aux amis du parti. C'est dans leur nature, c'est leur définition. Mettre la main sur un butin pour le partager avec ses amis. C'est ça, être libéral. Bon, j'entends déjà des gens contre-argumenter sur le fait qu'on a déjà vu des gouvernements libéraux faire la promotion de l'austérité et couper dans les dépenses. C'est vrai. Puisque leur but est de faire sortir de l'argent de l'État pour la distribuer à leurs amis, ils ne doivent pas non plus tuer la poule aux œufs d'or. Donc, c'est aussi dans leur intérêt de couper dans les dépenses qui ne servent peu ou pas à enrichir leurs amis. Mais il faut faire quand même attention quand on parle de ça. Tous les individus qui sont dans une équipe libérale ne sont pas nécessairement tous assoiffés de richesse. Je suis certain qu'il existe des gens qui ont passé leur vie à travailler dans une équipe libérale et qui ne sont pas vraiment conscients de ce que je suis en train d'affirmer. Puis de toute façon, malgré tout, il est très important de comprendre que les gens qui ont pour principale motivation dans la vie d'accumuler des richesses, ils ont le droit d'être comme ça. Puis ils ont aussi le droit de se rassembler et de travailler ensemble pour mettre la main sur un butin. D'un autre côté, cependant, comme nation, on a le droit de protéger nos richesses de ce genre d'entreprise. Je dirais même qu'il faut protéger nos richesses de ce genre d'entreprise. Et c'est pas pour rien que les partis politiques à forte tendance libérale s'opposent idéologiquement et publiquement à l'idée de nation. Une nation faible et plutôt honteuse d'elle-même est beaucoup plus facile à piller qu'une nation forte et fière qui reconnaît ses devoirs face à des organisations construites exprès pour lui soutirer ses avoirs. Vous savez, lorsque le Parti royaliste parle de nommer un monarque, en fait, on parle de nommer un chef d'État qui œuvrera au sein d'une institution qu'il faudra créer. En anglais, chef d'État, c'est Head of State, tête de l'État. Il manque actuellement un organe à l'État québécois, c'est sa tête. Un État sans tête, c'est le terrain de jeu idéal pour les organisations libérales. C'est là-dessus que je termine aujourd'hui. Dans la prochaine capsule, on va revenir au thème du royalisme. On verra un peu quels seront les rôles et fonctions de notre chef d'État. En attendant, je vous invite à visiter le site du parti au www.partiroyaliste.québec. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube Royaliste et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Samuel J. Giguère. Puis, il ne faut pas se décourager parce que si on veut, on va l'avoir notre royaume. Salut!